Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler de dépôt de bilan, de dette, mais surtout de comment rebondir et toujours faire plus de gros billets avec Sébastien Moret. On va avoir vraiment beaucoup de choses à se raconter. Sébastien, c'est un entrepreneur, un multi-entrepreneur. Il a commencé dans les années 2000, il a fait beaucoup d'argent avec les accessoires de téléphonie mobile. Puis le vent a complètement tourné, il a dû changer de stratégie, il a dû déposer le bilan. Il est parti en Thaïlande, il est revenu en France pour refaire des business qui fonctionnent, donc en Thaïlande et en France. Il a vraiment un super parcours. On le sait, quand on est entrepreneur, il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où ça va moins bien. Et ben Sébastien, fort de son expérience, il va nous raconter comment est-ce qu'il a pu rebondir. C'est pas évident. On verra que la vie a pas toujours été facile. Notamment dans cette période de dépôt de bilan. Mais voilà, comment est-ce qu'il a réussi à faire, comment il a même repris un boulot à un moment alors que c'est un entrepreneur dans l'âme pour pouvoir rebondir au mieux. J'étais super ravi, je le connaissais pas bien Sébastien avant de l'avoir sur le podcast et puis en fait on a passé un très bon moment ensemble et vous allez voir, il a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous raconter, qu'on soit investisseur, notamment investisseur location courte durée mais pas seulement, et surtout entrepreneur sur justement les hauts, les bas, comment est-ce qu'on gère un peu les périodes d'euphorie et aussi les périodes de disette en tant qu'entrepreneur. Sinon, je suis de retour d'Amérique du Sud, c'était génial, vous en doutez, il faisait plus que 30 degrés. Vraiment, si vous avez l'occasion, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Moi, si vous nous rejoignez, bien sûr, je suis investisseur immobilier, vous pouvez écouter mon épisode de fin décembre, je crois du 23-27 décembre 2022, 1 million d'euros, comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Vous saurez tout sur mon parcours. Et j'ai aussi, bien sûr, pour objectif de voyager dans 10 pays par an. Alors, on a eu des petites discussions quand j'étais en Argentine avec notre chère Lara. Elle estime que le pays où j'habite et la France, ça ne devrait pas compter dans les 10 pays. Bon, l'an dernier, j'avais fait 12 pays, donc pour l'instant, ça va, je tiens le coup. Là, on va voir comment on compte, mais j'étais dans 7-8 pays déjà cette année. On est le lundi 13 mars, là, au soir, quand j'enregistre l'épisode. Mais c'était trop bien. Allez en Amérique du Sud si vous en avez l'occasion. Vous pourrez voir le monde, il se limite pas. Vous le savez, il se limite pas à la France, il se limite pas à la Thaïlande, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Le monde, il est vaste, il y a beaucoup de choses à faire, il y a vraiment des opportunités partout. Et gérer cette histoire d'inflation qu'il y a en Argentine, c'est très intéressant, la façon dont c'est géré. On sait jamais comment la situation peut évoluer en France. Donc voilà. Voyager, ça fait du bien, même si le retour il est toujours compliqué. On fait souvent une petite nuit dans l'avion, plus le décalage horaire. Et sinon, je vais vous raconter un petit truc sur l'Amérique du Sud parce que, bien sûr, donc j'étais en Argentine, Brésil, Uruguay. Uruguay, je suis vraiment juste passé une journée. C'est assez proche de Buenos Aires, on peut y aller en bateau. Mais sinon, en Amérique du Sud, vous sentez quand même l'insécurité. Enfin, moi, j'ai remarqué, j'ai ressenti l'insécurité. Et puis, pour avoir l'habitude de voyager, il y a des endroits où on est plus détendu que d'autres. Quand vous êtes au Japon ou à Dubaï, en général, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a des pays où il faut faire un peu plus attention. C'est pas pour ça qu'il vous arrivera rien, mais c'est pas pour ça non plus qu'il vous arrivera des malheurs. Mais en tout cas, si vous vous posez la question, parce que je me la suis posée, des pays, le classement des pays par insécurité, parce que donc on voit quand même que au Brésil et en Argentine, on voit bien que c'est pas l'Europe, quoi, qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Alors je dis pas que ça peut pas se passer en Europe, mais en tout cas l'ambiance est un peu différente. Mais en tout cas, le pire pays, donc c'est le Venezuela, si vous posez la question. Le Brésil, c'est le 12e pays par insécurité, donc le pire. L'Argentine, c'est le 18e. Et par contre, la France, moi je me suis dit, ils vont être, 100e du classement. Et ben non, c'est le 36e. Donc il y a plein de pays dont vous imagineriez jamais. Donc je pense que la France, elle est entre l'Ouganda et la Tanzanie en termes d'insécurité. Voilà, il y a plein d'opportunités en France, il y a plein de choses à faire en France. Notamment, on peut s'endetter, mais pas seulement. Mais c'est un point que je voulais souligner pour vous pousser, enfin, si vous le désirez, bien entendu, à voyager, à explorer d'autres pays. Même en Europe, il y a des pays qui sont beaucoup mieux classés, notamment la Croatie et la Slovénie. Donc c'est des pays pas forcément qu'on attendait. Si je vous dis l'Islande et la Suisse, là vous en douteriez. Mais il y a d'autres pays qui sont beaucoup mieux classés. Donc voilà, élargir ses horizons. Après, ça te permet de voir le monde différemment, je trouve. Et avoir l'esprit ouvert,
Ça peut vous aider à rencontrer des personnes d'un peu partout. Et même dans vos investissements et dans votre stratégie entrepreneuriale, voyager, ça vous permet de voir des opportunités là où certains qui seraient restés uniquement dans un pays ne les verraient pas. Si vous cherchez un bon business, visiblement, c'est le business de bonbons qui fonctionne bien. Alors, on m'a dit en Afrique et en Amérique du Sud, les bonbons n'ont pas le même goût qu'en Europe. Donc voilà, si vous cherchez des présents à ramener, notamment si vous allez voir notre cher Lara, vous pouvez ramener des bonbons, mais en tout cas en parlant à des personnes autour de moi qui venaient d'Afrique notamment, ils ont tout de suite su, ah ouais, les bonbons, c'est important, c'est le truc qu'on trouve pas chez nous, donc voilà, très important. Après, sinon, je voulais vous raconter quand même des histoires un peu d'immobilier et de gros billets. Déjà, avant de commencer, merci à Victor Courouillet qui m'a laissé un super avis sur Apple Podcast. Une vraie source de motivation. Merci, continue comme ça. Donc, j'ai 128 notes 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. J'ai plus que 200 notes. Merci à vous, ça fait super plaisir. Je vous cache pas que cette année, ça a été très compliqué de maintenir un épisode par jour. J'ai géré les derniers investissements de mon 1 million d'euros d'investissement de 2022. J'ai enregistré pas mal de podcasts d'avance pour être plus ou moins tranquille, mais ça prend du temps. Avec mon associé, vous le savez probablement, j'ai fait un épisode sur les 1 an du Club Invest. Donc avec mon associé Michel, on a plein de projets. On a 10 membres du Club Invest qu'on accompagne dans leurs achats immobiliers pour acheter des biens rentables. Je pense qu'il y a tout le monde qui est sous compromis en ce moment, hein, donc félicitations, sauf les 2 derniers qui nous ont rejoints dans les dernières semaines. Donc félicitations aux membres, j'espère que vous m'écoutez. Et puis pour les 2 nouveaux, nul doute qu'on va trouver des biens. Surtout Michel va vous les trouver parce que c'est lui qui s'occupe de vous. Et félicitations à mon associé, il a également acheté un appartement au Canada. Alors j'ai pas tout suivi, visiblement on va chez le notaire, mais c'est pas à ce moment-là qu'on récupère les clés. Donc voilà, maintenant mon associé et moi et le Club Invest, donc on est dans 3 pays, sur 2 continents. Voilà, on a bien sûr les sommes à 7 chiffres qui vont avec, d'investissement et de dette, bien sûr. Et donc félicitations à toi, ça fait plaisir que t'aies pu t'en sortir, parce que là-bas il y avait une loi qui compliquait grandement, en tout cas au Québec, les acquisitions de biens à partir de 2023 pour les étrangers. Donc parfois on trouve que la France c'est je sais pas, le communisme, ou je sais pas comment on peut considérer ça, mais en tout cas, il y a des pays dans lesquels si vous êtes étranger, même si vous habitez là-bas, ça peut être compliqué d'acheter des biens. Donc, c'est toujours intéressant de voir de faire un peu un panel, se faire un panel des différentes possibilités qui existent en fonction des pays et des restrictions. Et il y a des pays, on peut pas, il y a rien à faire, hein. Parfois, si vous n'êtes pas local, vous pouvez pas acheter. Et puis il y en a où c'est beaucoup plus simple, ou alors parfois plus nuancé. Sinon, je voulais vous parler un peu d'investissement IMO. Je suis revenu avec une toux. Je vous avais raconté que j'avais perdu ma voix. Ensuite, ça a été un peu compliqué à niveau santé, mais c'est santé très léger. Non, je voulais, avant de vous parler d'IMO, avec mon associé, donc c'est surtout lui qui s'en est occupé, parce que moi j'étais c'était vraiment plutôt des vacances. On organise un week-end d'IMO, donc ce sera du 18 au 20 août à Chamonix. Si vous voulez vous préinscrire pour avoir le lien en avant-première, vous allez sur mon site grosbillet.com, mais gros billets bien sûr au pluriel, et le lien dans la description. Et de là, vous pouvez vous préinscrire. On a déjà eu vraiment pas mal de mails, hein. Je pense une 40aine d'emails. Bien sûr, tout le monde ne viendra pas, mais je pense qu'on va te sortir les tickets d'ici 2-3 semaines. Maintenant que je suis de retour, là on est le lundi 13 mars. Au final, en fait, ça a été aujourd'hui que j'ai vraiment repris toutes mes activités à fond. Et on va mettre ça à plat, et puis on va voir quand est-ce qu'on sort les tickets. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous préinscrire si vous êtes vraiment intéressé. Comme ça, vous aurez le lien en avant-première. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir soit vous venez pas, ça vous engage pas. Mais nous, forcément, quand on organise un événement, c'est toujours un peu compliqué de savoir combien de personnes vont venir. L'an dernier, j'avais un peu sondé, et au final, parmi toutes les personnes qui m'avaient dit oui, il y en a peut-être que 2 sur 10 qui sont vraiment venus. Donc c'est toujours un peu compliqué de savoir. Il faut trouver des logements qui sont adaptés à l'événement, la nourriture adaptée à l'événement, les activités adaptées au nombre de participants. Donc c'est pour ça que c'est utile de vous préinscrire si vous voulez.
Sinon, voilà, j'ai plusieurs anecdotes IMO à vous raconter avant de commencer. La première, en fait, je pensais que j'en avais qu'un, mais après, j'en ai parlé avec mon associé, on en a au moins 4, des logements qui ont des chaudières individuelles au gaz. Ces chaudières individuelles au gaz, vous savez, c'est les chaudières qu'il y a très souvent dans les cuisines. Je pense que je les ai peut-être déjà vues dans les salles de bain, mais en général, c'est dans les cuisines. Et en fait, ces chaudières, il faut les entretenir une fois par an. Il s'avère que ma seule locataire qui paye pas, donc j'ai Visal qui prend le relais, hein, qui me couvre tout. Et ben en fait j'ai un rappel dans mon téléphone, entretien chaudière de cet appartement. Donc j'en ai parlé à mon gestionnaire, je lui ai dit écoute elle paye pas, mais c'est pas une raison non plus pour qu'elle ait un problème de gaz, une fuite de gaz avec toutes les conséquences horribles qui peuvent en découler. Donc j'étais content d'apprendre que bah, c'est vrai que je l'avais entre guillemets mandaté mon gestionnaire, que en tout cas il lui a bien ouvert la porte à la personne qui est venue pour faire l'entretien de la chaudière, elle a bien été entretenue et donc j'ai une facture d'un peu plus de 200 €. Voilà, pour la chaudière de la locataire qui ne paye pas. Normalement cet entretien il est à la charge du locataire. Nous maintenant on a décidé de le mettre dans les charges en fait pour que ce soit couvert et que le locataire il le fasse quoi qu'il arrive. Mais là, les charges qu'on avait prévues, elles couvraient quand même pas les 200 € d'entretien. Donc voilà, même les locataires qui payent pas, même s'il y a Visal, voilà, ça peut vous coûter de l'argent. C'est pas grave, c'est 200 € et je suis content de me dire que pendant un an, je suis tranquille et qu'il y aura pas de problème. Deuxièmement, en fait, beaucoup de personnes, dont moi, et en fait, on avait reçu un courrier de la CAF par rapport à la déclaration des loyers des locataires combien ils payaient de charges, combien ils payaient de loyer, depuis quand, etc. J'avais fait une story sur Insta pour demander est-ce que vous reportez les données à la CAF. Beaucoup de gens, presque après moitié qui le reportaient. Moi, je le reportais pas. Beaucoup de gens me disaient que c'était très compliqué via le site de la CAF. J'avoue que moi, j'ai eu un peu la flemme et puis j'ai aussi un peu la réflexion suivante, c'était moi, j'ai pas de lien avec la CAF. C'est pas la CAF qui me verse le loyer. C'est en fait les locataires qui touchent la CAF. Donc je me suis dit d'où en fait est-ce que moi je suis redevable et je dois rendre des comptes à la CAF en sachant que c'est pas moi qui ai fait la demande. En gros, j'ai aucun lien avec la CAF. Il s'avère que j'ai entendu plusieurs histoires de locataires. Donc ça c'était vers l'été automne hein, qu'on avait reçu les courriers. J'ai entendu pas mal d'histoires de locataires qui ont eu les appels coupés parce que les propriétaires n'avaient pas donné les infos demandées par la CAF. Bien sûr, sur le document de la CAF, c'était beaucoup trop compliqué d'indiquer que si on donnait pas les infos, on allait couper les appels des locataires. Donc voilà, j'ai une locataire qui m'a écrit, voilà, bien sûr, quand j'allais prendre l'avion, est-ce que vous pourriez me faire les quittances et une attestation comme quoi je suis à jour de mes paiements, c'est pour la CAF, visiblement, vous envoyez un courrier. Voilà, je l'ai fait, j'espère que ça va se régler. En plus, c'est vraiment ma locataire qui me fait le moins de problèmes et tout, j'étais un peu désolé pour elle. Mais donc, quand vous avez les courriers de la CAF, répondez. Voilà, c'est pas de critique hein, envers le système français, mais c'est toujours un peu compliqué, je comprends, entre guillemets, voilà, je touche pas d'argent de la CAF, je dois reporter, et ils préviennent pas qu'ils vont couper si vous donnez pas les infos. J'ai l'impression que ça met tout le monde dans l'embarras, quoi. Il suffisait d'écrire en gros merci de remplir ça afin que votre locataire continue à toucher ses prestations et ça aurait été réglé. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, je vais vous raconter encore autre chose. Donc avec mon associé Michel, dont je vous ai parlé un peu plus haut, il s'avère qu'il a un appartement. Alors celui-là, c'est pas le mien, c'est le sien, mais je vais quand même vous en parler et puis je pense qu'il sera d'accord. Il a un appartement à Strasbourg il s'est pas libéré, il l'avait en meublé, puis ensuite il l'a passé en location courte durée, et puis en fait il s'est rendu compte que la location courte durée c'était pas si rentable que ça. En plus il est au Canada, donc voilà, compliqué à gérer. Et il a repassé en meublé. Et il me dit, écoute l'agence, donc déjà l'agence photo de l'appartement, volet fermé. Alors je sais plus, elle m'a dit, je sais plus l'excuse qu'il m'a raconté, c'était qu'ils étaient en train de laver les vitres ou je sais pas quoi. Donc vous payez des gens. En fait c'est un truc que tu peux faire toi-même, hein, mettre un appart en location, sauf si tu habites de l'autre côté de l'Atlantique. Donc tu payes des gens,
Ils font des photos, ils viennent. Ah ben en fait, on peut pas ouvrir les volets, ben on fait les photos comme ça. Donc lui, il avait des photos nickel du Airbnb fait par un photographe pro. Et là, au lieu d'utiliser ces photos, ben l'agence, elle a pris des photos fenêtres fermées. L'appartement, on dirait, il est tout petit, il est tout sombre. Il y avait aussi une sorte de, je pense que c'était des serviettes de toilette qui séchaient, mais vous savez, genre accrochées sur la cabine de douche comme ça. Un peu dégueu. Alors je sais pas d'où ça se fait, mais en gros, elle avait sorti la Joïmo, elle avait sorti toute la vaisselle, toute la vaisselle des meubles. Alors je pense que c'était pour montrer les meubles, mais en gros, ça faisait un gros bordel sur la table, sur la table de la cuisine. Alors, franchement, les photos, il était trop énervé, et à juste titre. Pareil, il a une sorte de miroir au-dessus du lavabo, où tu peux mettre des affaires, ou je sais pas, une trousse à pharmacie. C'était ouvert en grand. Franchement, scandaleux le truc. Et il me dit, écoute, j'ai eu qu'une visite en une semaine, et nous on connaît bien. Donc en fait, j'ai eu plein de personnes sur le podcast qui arrivent à déléguer toute leur gestion. Alors les gars, soit vous êtes chanceux, soit vous mentez sur le nombre de lots que vous avez, mais il y a un truc que j'arrive pas à suivre, quoi. Parce que nous, on a essayé dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, avec plusieurs agences, et ça marche jamais. Et donc, lui, il me dit, ouais, j'ai eu une visite en une semaine, je suis deg, ça se loue pas. En fait, l'agence, elle lui avait dit pour avoir plus de visites, qu'il devait, je pense que je peux donner les chiffres, je crois, il le loue 750 € l'appartement. Elle lui a dit, si tu veux plus de visites, faut louer 400. Elle lui a dit. Donc il a mis, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi je m'occupe de mettre ton appart en location, je passe en Alsace sous peu, enfin de faire les visites. Trouve-moi juste un jeu de clés, tu mets l'annonce toi-même, tu verras bien, tu connais, bien sûr qu'il connaît, il l'a fait des dizaines de fois avec moi de mettre une annonce et de faire visiter. Il a mis son annonce, et en fait on a une adresse mail commune pour un compte Le Bon Coin commun. On a vraiment longtemps utilisé ce compte, et donc, on a, avec ce compte commun, donc j'ai accès en fait aux messages. Vous savez, quand vous recevez des messages Le Bon Coin, je pense qu'il a reçu en 24 heures au moins 50 messages. Donc là, l'agence, un message, une visite, et lui, 50 messages. Alors, j'ai pas lu les messages, mais c'est sûr que sur 50 messages, surtout dans une ville comme Strasbourg, vous en avez au moins 20 qui font l'affaire. Donc voilà, je sais pas comment vous faites les gars qui trouvez des agences compétentes. J'ai essayé, j'ai pris les plus grosses des villes, j'ai pris les plus petites. J'ai tout essayé. J'ai jamais trouvé. Pour vous dire, j'ai acheté un appartement dans une ville. L'appartement, je le loue aujourd'hui 740 € charges comprises. J'avais chaque fois que je le mets en location, j'ai des dizaines de messages. Le vendeur, il m'avait indiqué qu'il avait fait faire une estimation par une des plus grosses agences de la ville. Elle lui avait estimé à 440 € le loyer charges comprises qu'il pouvait en tirer. Donc sûrement qu'il me l'a vendu moins cher et que j'ai fait une bonne affaire grâce à ça. Donc voilà. Franchement, soit vous avez une agence, vous êtes chanceux, vous avez bien trouvé une bonne agence, je sais pas comment vous avez fait, mais je suis tout oui. Mais en tout cas, on en a essayé plusieurs dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Ça n'a jamais bien fonctionné. Soit vous faites vous-même les locations comme nous on fait, parce qu'en fait c'est la seule solution qu'on ait trouvée. C'est pas une histoire de pas payer le mois de loyer pour nous, c'est juste que soit la partie est vide, soit il est loué tout de suite. Donc voilà, on a fait un bon petit tour. On en est où? 18 minutes 45 d'intro, j'ai toussé que 3 fois je crois. Je vous souhaite une super bonne écoute avec Sébastien. Vous allez voir, Sébastien, c'est vraiment un entrepreneur, un vrai, pas un entrepreneur d'Instagram. Il a une chaîne YouTube, il a pas mal d'abonnés. Il a plus que 18 000 il m'a dit. Mais en tout cas, c'est un vrai entrepreneur. Il a eu des business pas que dans l'immobilier. Il a plein de choses à nous raconter. Et surtout, il a cette expérience qui est assez difficile à trouver et qu'on souhaite entre guillemets à personne, mais qui lui a permis de bien rebondir du dépôt de bilan avec plus de 200 000 € de dette sans avoir de business en face. Quand on a 200 000 € de dette sur des appartements, c'est facile s'ils sont rentables. Quand on a 200 000 € de dette et qu'on n'a plus d'emploi et pas d'investissement, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous souhaite une très bonne écoute et bien sûr, comme toujours, si vous voulez faire des gros billets avec moi, vous pouvez m'appeler, vous pouvez avoir mes formations sur le podcast pour changer de vie, la négociation, le dossier bancaire, tout ça sur le site grosbillets.com.
On se retrouve de l'autre côté avec Sébastien. À tout de suite. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Sébastien Mort. Tu prononces comme ça, hein? Ouais, Sébastien Mort. Bon, normalement c'est Moré, mais Sébastien Moré, voilà. Bienvenue. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement? Et j'aime bien que les invités ils racontent donc dans l'esprit du Bye Bye Patron peut-être un job insolite qu'ils ont exercé à un moment ou peut-être une anecdote pendant leur premier métier de la jeune vie de salarié ou même un peu plus tard. Je te laisse te présenter. Ouais, pas de souci. Donc Sébastien Moré, donc entrepreneur, j'ai 47 ans. Je me suis lancé très jeune dans l'entrepreneuriat, officiellement à 23 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années, dans des domaines complètement différents de ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai de l'import-export, e-commerce, donc j'ai eu des belles réussites dans des entreprises et puis j'ai eu aussi mon lot d'échecs. Donc j'ai eu des boîtes que j'ai coulées, voilà pour faire simple. Et aujourd'hui entrepreneur, donc une conciergerie d'appartements sur ma ville. Je fais de la sous-location sur plusieurs villes en France et je suis investisseur IMO, bien évidemment. Alors je suis investisseur IMO depuis que je suis très jeune, mais on va dire avec les nouvelles méthodes d'exploitation aujourd'hui, type courte durée, etc. Finalement, pas depuis très longtemps, depuis quelques années uniquement. Et je suis aussi formateur en ligne puisque j'aide des personnes à créer des entreprises. Du coup, je dispense des formations par rapport à ça. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et en termes d'anecdotes, moi, alors j'ai fait plein de petits métiers, plein de petits boulots quand j'étais étudiant, plein. J'étais vendeur, j'ai récolté aussi j'ai travaillé pour des maraîchers, enfin quand j'étais tout gamin. Et puis en fait, mon vrai premier job, c'est, moi j'avais fait un cursus d'ingénieur informaticien, et donc j'avais bossé pour une SS2I. Qui m'avait envoyé ça en mission sur Paris. Je bossais pour l'opérateur Orange à l'époque, donc j'étais développeur en gros. Et ça a duré finalement que 3 ans. Et la petite anecdote, c'est que la dernière année où en fait j'étais avec eux, donc je crée ma première entreprise et cette entreprise-là a cartonné, donc c'est dans le e-commerce dans les années 2000, hein, donc c'était vraiment juste avant d'ailleurs l'éclatement de la bulle. Et pour la petite anecdote, je me rappellerai tout le temps. En fait, j'avais tellement d'appels ou tellement de contacts, etc. sur mon temps de travail que ça devenait juste infernal pour moi. En termes de conscience professionnelle, c'était juste horrible. Et en fait, je me suis fait dénoncer à l'époque par un de mes concurrents qui, en fait, a appelé mon employeur en disant voilà, vous avez un employé qui s'appelle Sébastien Moré. Sachez qu'il a créé sa boîte. Le gars, il est présent sur Internet et tout. Enfin, il m'a défoncé. Donc, je me suis fait convoquer. Et du coup, mon employeur a été super sympa. Il m'a dit écoute, de toute façon, nous on n'a rien à te reprocher. Tu fais du bon boulot. Tu bosses bien, etc. Par contre, on est clair avec toi. On sait que voilà, tu fais autre chose. On s'est renseigné, c'est pas de la concurrence directe. Donc voilà, il y aura pas de souci. Et moi, du coup, j'ai enchaîné quelques semaines après en disant bah voilà, de toute façon, vu ce qu'on vient d'échanger, je me mets en disponibilité parce que ma boîte est en train d'exploser. Et finalement, je démissionnais quelques mois après, quoi. Voilà. Ok. Et c'était une boîte de quoi cette première boîte? Bah moi c'est du e-commerce en fait que je faisais. Mon entreprise c'était du e-commerce. D'ailleurs qui existe toujours. Hein, la boîte existe toujours. On était, nous c'était dans tout ce qui était accessoires téléphonie mobile. On était sur une niche au tout départ. Les coques de 3310, 3210. Ouais, ça j'aime ma X5, etc. Enfin moi j'ai connu toute cette période-là. Je me rappelle parce que du coup je bossais le week-end, je bossais le soir. Enfin de toute façon je bossais tout le temps en fait. Ouais. Parce que forcément allier ton activité de salarié plus ton activité entrepreneuriale. Par contre, c'était juste hyper enrichissant et je me rappelle, je recevais chez moi des énormes cartons de coques qu'il fallait trier. On faisait les expéditions avec mon ex-femme de l'époque. Enfin, c'était juste génial, quoi. J'ai adoré cette période-là. J'ai adoré.
Ok. Et peut-être tu peux, parce que maintenant ça a l'air simple, mais comment tu sourçais à l'époque ça c'était Alors déjà en justement, Asie, je suppose, hein, que tu ouais, faisais. bah, alors moi non, alors cette activité-là, je sourçais sur Paris, donc j'allais sur des grossistes parisiens qui eux-mêmes sourçaient en Asie. Et au bout d'un moment, moi j'ai sourcé en Asie. Alors aujourd'hui, c'est très facile avec AliExpress, Alibaba, etc. Mais à l'époque, moi j'allais très souvent en Asie, entre trois fois par an à peu près. Je me rendais sur Shenzhen et Guangzhou et je faisais mes propres importations. Je faisais aussi du sourcing de produits un peu innovants. Et je faisais aussi après, c'est pour ça qu'après j'ai fait de l'import-export, j'étais grossiste en fait après, où là j'avais vraiment ma gamme de produits, donc on faisait du conditionnement, on faisait de la distribution dans des points de vente, etc., etc. Et à l'époque, oui, effectivement, c'était pas aussi simple que maintenant. Mais il y a moins de concurrence. Enfin, la concurrence, Voilà, c'est toujours forcément, pareil, c'est c'est toujours lié pareil, là, les barrières à toujours pareil. l'entrée et puis là. C'est ça. C'est ça. Mais très très enrichissant, très Ouais. enrichissant. Ouais, ouais. Et tu payais en dollars les fournisseurs, Ouais, tu les ouais, bien payais. sûr, ouais. Ouais. Ouais, en US dollars. Et En ils US. avaient quoi? C'était des comptes en Chine ou ils avaient Hmm. des comptes tu pouvais, Non, ok, tu non, faisais. soit tu virais sur Hong Kong, soit tu virais sur Shenzhen, en fait. Ok. Ça dépendait des boîtes, ça dépendait, quoi. Ouais, Et ouais. donc cette boîte, t'as dit, elle existe toujours. Ouais, toujours, ouais, elle C'est toi qui s'appelle. l'exploites toujours ou tu l'as Ouais. revendue? Non, je l'ai revendu, moi, il y a un paquet de temps maintenant, il y a plus de 10 ans, je sais pas, j'ai même pas calculé, attends, je dirais il y a 15 ans. Ok. 14 ans, 13 ans, enfin un truc comme ça, entre 13 et 15. Elle existe toujours, toujours en ligne. Alors aujourd'hui, je sais qu'il a orienté plus son business sur du magasin physique parce enfin, forcément Amazon est arrivé. Parce que moi, à l'époque, juste pour info, quand je me suis lancé, Amazon France n'existait pas. Ouais. Donc c'est pour Ok. te dire le truc, quoi. C'était Et moi, eBay, à un mois, c'était eBay qui avait bien la cote, quoi, pour ce grave, genre de truc, grave. ouais. Grave. Et après eBay a commencé c'était moins intéressant. Amazon est arrivé, ils ont lancé leur marketplace. D'ailleurs, c'est ça qui les a fait décoller et c'est ça qui a fait que le modèle économique du e-commerce a complètement été révolutionné. Et c'est là où je suis sorti moi, parce que Ok. j'ai senti qu'il y avait un vent qui tournait et donc j'ai préféré revendre mes parts et sortir. Ok. Et ensuite, t'as fait quoi? T'as lancé une autre activité en Ouais. parallèle ou c'est quand Ouais, t'as en revendu? parallèle, ouais, Ok. moi j'aime bien avoir toujours un plan B. Mais à un moment donné de ma vie, je suis arrivé où justement j'avais plus de plan B. Enfin, j'en avais, mais des foireux. Et c'est là où j'ai eu un énorme échec. On pourra en reparler un peu après. Donc mon plan B, c'était en fait, j'ai lancé c'est là où j'ai fait mon activité d'import-export puisque j'allais souvent en Asie et je me suis dit, en fait, j'ai plein de contacts dans des points de vente physiques. Je connais plein de personnes qui avaient des points de vente physiques. Je me suis dit tout simplement, je vais créer mon extranet, donc j'ai créé mon extranet avec tous mes produits, etc. Donc c'était pas révolutionnaire, mais c'était un peu innovant à cette époque-là parce que les grossistes à l'époque travaillaient encore à l'ancienne avec les bons de commande, les fax, etc. Alors que moi, on pouvait passer commande en ligne et en plus de ça, j'avais développé un logiciel. Moi, forcément, j'ai un cursus informaticien, donc ça aide. Hein. J'avais développé aussi tout un système de dépôt-vente. Donc en gros, mes clients me payaient une redevance tous les mois et en échange, je leur mettais à disposition du stock. Et nous, on faisait un principe d'inventaire tournant, un inventaire quotidien, et on faisait un inventaire physique tous les mois avec la présence d'un commercial que j'envoyais sur place. Donc j'ai développé tout un concept autour de ça. Donc ça a bien marché. Et c'était Euh, quel type de produit que t'avais? Pareil, toujours la même chose, accessoires téléphonie mobile. Ok. Moi, je travaillais beaucoup à l'époque avec The Phone House. Pour ceux Ah ouais. qui sont ma génération, ils connaissent. Les jeunes Avec, connaissent pas, c'est sûr. c'est quoi, c'est Geoffroy de Route Bézieux, là, je sais pas quoi, là, qui avait fondé ça. C'était un peu la star, à Ouais, l'époque. The Phone House avait 350 points de vente en Ouais. France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Free est arrivé sur le marché, il a complètement changé le modèle économique. Encore une fois, c'est pour ça que moi, Ouais. dans l'entrepreneuriat, j'aime bien dire que c'est cyclique. Tout ce qu'on fait est cyclique. Il y a forcément des changements tous les 10 ans, pas à l'année près, mais en règle générale, tous les 10 ans, il y a quand même des changements structurels importants, je trouve, dans le modèle économique. Et si t'es pas suffisamment observateur, tu te fais complètement. Mm. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi. C'est ce qui m'est arrivé une fois, et donc du coup, ça reste en mémoire, quoi. Mm. Ok. Donc, et donc, tu peux nous expliquer un peu plus le fonctionnement. Donc, t'as dit, t'as créé un extranet. Donc, t'avais tes fournisseurs en Asie qui pouvaient
Hmm. Importaient donc leur liste de produits, c'est ça? Bah, en fait, alors moi, je faisais toute ma gamme de produits, donc je sourçais tous mes produits en Asie. Donc, j'avais développé des gammes dans plusieurs thématiques autour de la téléphonie mobile. Donc, avec ma propre marque, j'avais brandé, j'avais mon packaging, mes codes barres. Enfin, j'avais tout, hein, tout le principe. Donc j'avais ma logistique que j'avais faite au Mans, j'avais fait construire un entrepôt. Enfin, c'était quand même un truc assez gros. On n'était pas très nombreux, hein. On était une dizaine de salariés. Ah bah quand même. Par Ouais. rapport aux, enfin c'est tu construis pas une autoroute quoi. T'as Non. des coques de téléphone, des choses comme ça. Ouais. Donc 10 salariés, c'est quand Ouais, même pas puis mal. j'avais des ambitions assez fortes. J'avais débauché un commercial à Londres qui parlait très bien anglais, très bien français, qui du coup m'a ouvert des nombreuses portes, notamment sur la grande distribution, puisqu'on avait distribué auprès d'Auchan. On avait dit, enfin voilà, on avait essayé Ouais, il s'est passé beaucoup de choses dans cette entreprise-là. J'étais dans les premiers d'ailleurs à vendre à l'époque le câble Lightning Apple. Ok. Juste pour info, j'étais dans les premiers. J'avais sourcé comme un ouf et j'avais pris des risques de dingue. T'es jamais à l'abri qu'ils changent le câble quoi. Hein. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc il y a eu des problèmes de malade à gérer, ça a été des trucs de fou, mais bon, c'était très enrichissant, beaucoup de risques de prix, mais aussi beaucoup d'argent de gagner, parce que forcément quand tu es dans le premier à distribuer ce genre de produit, là par contre tu te gaves quoi, tu te gaves, mais bon il y a aussi son lot de risques derrière, donc c'était le jeu, du coup j'ai perdu un peu le sens de la question. Tu me disais, ouais, oui, c'est du coup, donc j'avais développé un concept de dépôt-vente parce que je voulais aller très vite dans la croissance. Et je m'étais dit que, parce qu'en face de moi, j'avais des gros faiseurs, des très gros, hein, qui étaient déjà présents, et qui faisaient des vingtaines de millions d'euros, 30 millions d'euros. Moi, je faisais un petit 2 millions. Enfin, j'étais un petit joueur. Hein. Mais t'as pas mal de marge, je pense, sur ce business quand même. Ouais, il y avait des belles marges, mais bon, aussi ça nécessitait de l'investissement en permanence en termes de stock, de logistique. Enfin, il y avait quand même de l'investissement assez lourd. Alors moi, j'avais récupéré j'ai récupéré un beau chèque sur ma première création qui m'a beaucoup aidé, mais qui finalement, avec du recul, je me suis dit, merde, j'aurais peut-être dû utiliser ce chèque-là pour acheter de l'immobilier, sécuriser ma situation personnelle, plutôt que d'investir dans une boîte qui était finalement une boîte risquée. Ça restait risqué, mine de rien. D'ailleurs, c'est un de mes concurrents, lui aussi. Enfin, j'ai eu plein de mes concurrents qui ont sombré en même temps que moi, parce que si tu veux, il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans le modèle économique, comme je le disais tout à l'heure, et qui a fait que la boîte a coulé. Mais par contre, j'avais tout un concept de dépôt-vente qui était juste fabuleux, quoi. Le dépôt-vente, c'est quand même toi, en tant qu'entrepreneur, tu as assez peu de risques au final. Le risque, il est supporté, le risque d'inventaire et tout, il est supporté par le fournisseur. En fait, si tu veux, Oui. donc moi, quand je te disais, j'ai ma gamme de produits, donc on avait une logistique, donc j'avais tous mes produits, etc. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on venait dans un magasin, on disait voilà, nous on vous prend 10 mètres linéaires et on implante notre gamme. Donc on venait faire je sais plus comment on appelait ça à l'époque. Hein. Bref, on faisait une implantation, voilà, une implantation magasin. Donc on avait toute notre marque qui était représentée. Hein, donc ça c'était génial en termes de branding, en termes d'image de marque. Et en fait, l'outil, si tu veux, faisait un inventaire tournant. Parce qu'en gros, mon client, il payait que quand il vendait. Ok. Et si tu veux, j'avais trouvé un. Mais ça, tu payais ces mètres linéaires quand même, je suppose. Non, je payais pas non, par contre, eux me payaient une redevance tous les mois d'une centaine d'euros. Donc j'avais une centaine de points de vente. Donc moi j'avais réfléchi en mode récurrent. Je m'étais dit comment je vais me créer un récurrent avec ma boîte pour que j'ai de l'argent qui tombe tous les mois. Sûr que je vende ou que je vende pas, j'ai tout ça qui tombe tous les mois. Ok. Donc forcément, quand tu as 100 points de vente fois 100 euros, ça fait quand même une petite somme d'argent intéressante qui tombe tous les mois, qui permet de payer ton commercial, qui permet de payer certaines personnes, etc. Donc moi, j'étais assez tranquille là-dessus. D'ailleurs, le modèle marchait vraiment bien, quoi. Ouais, je pensais que c'était plutôt les fournisseurs qui payaient les magasins plutôt que les magasins les fournisseurs. Parce que moi, je leur disais, vous vous rendez compte que grâce à moi, vous allez développer votre chiffre d'affaires. La promesse, elle était ça, hein, c'était je vais vous développer votre chiffre d'affaires parce que je vais mettre beaucoup plus de produits
que vous auriez eu auparavant, parce que forcément ils déboursaient rien, hein, ça leur coûtait zéro, juste 100 euros, donc c'était rien 100 euros tous les mois. Et en contrepartie, bah moi je leur mettais toute une gamme de produits que je sourçais et qui étaient en correspondance avec les nouvelles sorties des différents produits sur le marché. Donc eux, le risque il était nul. Et par contre derrière ils étaient certains d'ailleurs tous ont développé leur chiffre d'affaires, mais moi aussi au passage forcément, puisque bah c'était mes produits. Ok. Et en plus, je les vendais plus cher. C'est-à-dire que si toi, tu m'appelais, tu disais, ouais, Sébastien, vas-y, vends-moi 50 housses pour un iPhone, à l'époque, je sais pas, un iPhone 4. Voilà, un iPhone 4, bah, je te faisais des remises. Eux, je vendais au prix plus cher, en fait. Je le vendais au prix unitaire. Donc, en plus de ça, je gagnais aussi sur la vente du produit. Enfin, je gagnais partout. Okay. Donc, le modèle il marchait bien. Hein. D'ailleurs, ouais, t'avais la récurrence, t'avais faisais chier mes concurrents. Très clairement, ça les emmerdait, quoi. Clairement, je dérangeais. Ok, très intéressant. Et j'avais une question pour toi, c'était comment tu tenais parce que forcément, tu as les dimensions et tout ça des téléphones qui sortent. Est-ce que tu étais prévenu à l'avance? Comment est-ce que tu faisais pour en fait, genre Samsung, il vous informe, on va sortir ce téléphone, il aura cette taille, la caméra elle sera là et tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un téléphone sort en France, en Asie, ils savent déjà le form factor, il est déjà plus ou moins identifié, même chez. C'est le form factor, c'est la forme du téléphone. C'est le design du téléphone. Okay. Après, il y a toujours des ajustements de dernière minute. Par exemple, chez Apple, c'est déjà arrivé. Mais moi, des fois, ce que je faisais, c'est que je partais du principe que ça allait être ce form factor-là, et donc je m'engageais. Mais je prenais le risque aussi que ça ne marche pas, que ce soit pas le bon. Ça m'est arrivé une fois. Donc là, en gros, j'ai tout balancé à la poubelle, tout ce que j'ai acheté. Mais par contre, si le coup était gagnant. Là, pour le coup, t'étais le premier à vendre. Je peux t'assurer que tu dégommais des milliers de pièces. C'est ça. Très rapidement. L'iPhone, il sort, tu veux l'acheter, il coûte 1000 euros. Tu veux tout de suite mettre une coque dessus. Tu veux pas attendre 2 semaines pour... Donc, quand tu sais que si tu veux un étui qui est vendu en magasin 20 euros, en prix grossiste, ça se vend à peu près 5-6 euros. Et moi, il me revient en prix de revient à, on va dire, à 1,50 €. Peut-être 2 euros avec le packaging, tu vois. Bon, bah, ça va, quoi. Tu vois, il y a quand même des belles marges, quoi. Ouais, faut que, c'est ça, tu peux te tromper de temps en temps. Si tu fais... Et par contre, quand ça marche, ça marche, ça paye. Et quand ça marche pas, bon, bah, même si tu sais que ça va arriver, c'est peut-être comme dans l'immobilier. Tu sais que tôt ou tard, t'auras des ennuis. Mais quand ça arrive, ça t'embête quand même. En fait, si tu veux, je considère que le risque, je l'accepte, je le prends et je suis prêt à perdre. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais gagner. Donc, je me dis, si je perds une fois, mais j'en gagne 5 fois, c'est bon. Ouais, bien sûr. Ok, intéressant. Ouais. Très intéressant ce point. Ok, donc cette boîte, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a coulé. Elle a coulé. Elle était belle, mais elle a coulé. Non, elle a coulé parce que Free est arrivé sur le marché et quand Free est arrivé, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, bah en fait, le modèle économique, ça sera plus vous achetez votre téléphone à 1 euro et vous prenez un abonnement à 150 euros. Ça sera vous achetez le téléphone au prix réel et l'abonnement, par contre, vous le payerez peut-être que 1 euro. En fait, il a renversé le truc. Donc tu vas te dire, je comprends pas bien comment toi ça peut t'impacter qui est distributeur d'accessoires. Bah en fait, j'ai été impacté par rebond, tout simplement parce que les points de vente avec qui je travaillais, ce modèle économique, c'était sur celui-là qui vivait. C'est-à-dire le modèle où on vendait un téléphone à 1 euro et derrière on vendait des abonnements, je sais pas combien, on se prenait des grosses commissions. Ils vivaient pas sur l'accessoire. L'accessoire c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Et du coup, ces points de vente-là, bah ont tous disparu. Ils ont arrêté, ils ont déposé le bilan. SFR a suivi, Orange aussi, Bouygues aussi. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit bah nous, on va arrêter les points de vente, on va en garder quelques-uns dans les grandes villes, on va garder des points de vente. Par contre, tous les franchisés qui représentent notre marque, bah c'est terminé, on renouvelle pas les contrats et on va plutôt tabler sur un modèle économique sur tout simplement le internet parce que bah Free c'est un pure player et du coup, d'ailleurs, Free après aura quand même ouvert des points de vente, ce qui s'est rendu compte c'était indispensable pour la connexion avec les clients. Mais du coup, tout le monde s'est dit, bah on va tout mettre sur Internet. Et donc du coup, bah moi par rebond, si tu veux, j'ai perdu, en gros, pour faire simple, en 6 mois, j'ai perdu 70% de chiffre d'affaires. Ah ouais. Punaise. Ça a été
très vite. D'ailleurs, il n'y a pas eu que moi qui a été embarqué dans la tourmente. Hein. J'ai eu mes concurrents aussi qui se sont pris des gros bouillons. Et bah moi, dépôt de bilan très violent personnellement, puisque moi j'étais caution perso sur des prêts d'entreprise. Moi, j'avais pas d'investisseur, j'avais pas fait de levée de fonds. Tout était en fonds perso. Donc je te laisse imaginer le carnage. Avec des C'est ça, quand t'as une boîte de salariés, en gros, tes fonds perso à toi, même si tu gagnes plus, c'est ça. les montants sont complètement décorrélés de ce qu'une personne seule peut. Ouais, et puis au bout d'un moment, si tu veux, l'argent ne te fait plus peur. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais un découvert non autorisé hein, à 200K. Je sais pas si t'imagines quand t'as le banquier qui t'appelle, qui dit non mais attendez, les 200K, ça fait combien de temps que ça dure? Peut-être falloir que vous remboursiez. Bah toi, t'es là en mode entrepreneur, donc t'es là en train de le charmer, etc. Mais au bout d'un moment, il dit non, mais il dit le bilan là, j'aurais voir le bilan quand même. Et c'est là où du coup, il découvre le poteau rose et que toi, bah t'es acculé quoi, t'es acculé, t'as des fournisseurs à payer qui te menacent de partout. Enfin, j'ai connu tout ça quoi, les huissiers qui sont venus à la maison. Enfin, ça a été une période très difficile de ma vie, mais qui a été le redépart pour moi. Et là, t'as quel âge? Bah c'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était il y a j'avais 38 ans, Okay. 38 ans, donc j'en ai 47, ça fait il y a 9 ans, ouais. Ok, intéressant. Et tu peux Et moi nous j'ai tout perdu, hein, ça a été un reset pour moi, un reset aussi sur ma vie perso, ça a été un reset général. Et t'as tout perdu, t'as divorcé? Ouais, bien sûr. Ok. Et comment c'est peut-être tu peux nous, bah tu vas dans le détail que tu veux, hein, mais peut-être donc la boîte elle a déposé le bilan. Toi t'étais caution perso, je pense que t'as vendu donc ta maison, les choses comme ça que t'avais. Et après tu devais encore de l'argent? Ouais. Moi, j'ai été saisi sur. C'est pour ça que l'immobilier, à un moment donné, j'ai été pris à la gorge. Qu'il a fallu. En fait, j'ai même été saisi sur un de mes appartements immobiliers. Parce que moi, si tu veux, ma situation personnelle était vraiment très. Alors, il y avait l'entreprise qui allait pas bien, mais en fait, moi, du coup, ma source de revenus sautait. J'avais plus de source de revenus du jour au lendemain. Donc là, c'était très compliqué. Donc, il fallait vivre juste sur le salaire de ma femme. Et sachant qu'on avait des dettes, on avait de l'immobilier et on n'arrivait plus à couvrir toutes les échéances, quoi. Sachant qu'à l'époque, on faisait pas de courte durée, on faisait pas de colocation, on faisait de l'investissement classique. Donc, tu sais, du cash flow, on n'en faisait pas ou quasiment pas. Le projet était tout juste rentable. C'est équilibré, quoi. Non mais c'est vrai, c'était ça dans le temps. Hein. Enfin, les gens aujourd'hui ils parlent que de cash flow, ils sont là ouais, on va faire 300, 400. Non mais à l'époque déjà, si ton projet s'autofinançait, waouh, c'était déjà très très bien. Tu vois, il y a eu on pourra en parler d'ailleurs. Et du coup, oui, caution perso. Donc, il a fallu saisie d'huissier, etc. Vendre voiture, vendre tout ce que je pouvais. Hein. Et après, on a mis en place un échéancier avec le tribunal, forcément, pour payer les dettes. Parce que sinon, en fait, pour te dire la vérité, j'ai frôlé un dépôt de bilan personnel. Mais vraiment. Ouais. Ce qui aurait été pour moi le coup d'arrêt définitif de tout, en fait. Donc moi, j'ai fait une forme de burn-out, pas caractérisé, pas officialisé, etc. Mais j'en ai fait un directement, puisque moi, c'était le moment où je suis parti. Je suis parti à l'étranger, je suis parti en Thaïlande, où j'ai laissé un peu, j'ai même laissé ma famille de côté. J'étais pas bien. Fallait que je me reconstruise personnellement. Ouais, bien sûr. Bah, c'est quand t'as travaillé énormément sur. Déjà, on voit les gens, ce que beaucoup de personnes peuvent s'imaginer, c'est les ruptures amoureuses. Quand ça fait 5 ans, 7 ans que t'es avec quelqu'un et que ça s'arrête, tu te dis un peu, l'amour, c'est pas des efforts, mais voilà, tu construis quand même quelque chose et tout tombe un peu comme si ça avait jamais existé, comme si t'avais rien fait pour construire. Et avec avec les sociétés, c'est encore pire. Parce qu'en plus, t'as tes revenus, quoi. C'est ça. Ouais, et puis il y a aussi des grosses charges émotionnelles qui sont pas parlées. C'est notamment, si tu veux, les salariés, non aussi, licenciés salariés. Alors là, oui. Alors là, ça a été affreux. Hein, ça a été affreux, perte de confiance totale des salariés. Enfin, c'était horrible, quoi. Donc ça, c'était autre chose. Mais après, le plus dur, ça a été personnellement, parce que si tu veux, en tant que père de famille, t'as 3 enfants, t'as une femme, etc. Enfin, tu te sens, tu te dis, mais j'ai tout foiré en fait. Tu rentres le soir, tu dis j'ai tout foiré, j'ai mis tout le monde dans une merde pas possible à cause de mes conneries, quoi.
à cause de Ouais. mes conneries. Et là, tout Ah le ouais, monde te c'est dit, ça. mais tu vois, tu serais resté salarié, t'aurais pas eu tous ces problèmes, reprends un travail. J'en parlais tout le temps, mon avocat, j'en parlais tout le temps. On était au tribunal et il me regarde, il me dit, reprendre un travail. Mais il me dit, t'en es incapable, Sébastien. Il me dit, toi? Il me dit, non, c'est impossible. Il me dit, t'es pas dans ce délire-là du tout. Je dis, je sais bien, mais il va bien falloir qu'à un moment donné, je trouve les sous. Il va bien falloir que ça rentre, l'argent. Ouais. Et j'ai eu beaucoup Et de chance parce que quand j'ai réentrepris, ça a très vite marché. Très vite, tout de ok. suite. Donc j'ai eu un gros booster. Et t'as pas eu de... Alors, je connais pas trop bien le système, mais tu peux pas être interdit de gérer quand Non, t'as alors une non, boîte. parce que j'ai pas de fait de. Alors, je m'étais aussi blindé juridiquement. J'avais pris un avocat, etc. J'avais pris les devants. J'avais pris contact avec le mandataire judiciaire. J'avais expliqué ma situation. J'avais expliqué ce qui se passait. Je suis pas allé au tribunal comme ça. J'ai tout préparé avant. On sait, ça se prépare, ce genre de choses. Et en fait, l'interdiction de gestion, c'est si on arrive à démontrer, s'ils avaient démontré qu'il y a eu des fautes de gestion dans le pilotage de l'entreprise, ce qui n'a jamais été le cas. J'avais tout fait dans les règles pour que, si tu veux, à la fin, quand le mandataire judiciaire récupère tes bilans, qui vérifie, enfin tes bilans, qui récupère tes comptes, il vérifie qu'il n'y a pas eu, par exemple, ce que font beaucoup d'entrepreneurs, et là du coup c'est des fautes de gestion, c'est que par exemple avant le dépôt de bilan, ils vont solder toutes leurs charges RSI, toutes leurs charges sociales, parce qu'ils savent très bien que quand il y a un dépôt de bilan, automatiquement les charges donc sociales sont répercutées sur le dirigeant. Ça c'est une faute de gestion. Bah ça je l'ai pas fait. J'ai pas fait cette erreur-là. Moi je savais que derrière je renquillais sur 20 000 euros de dette charges sociales, mais je savais que je ferais pas cette erreur, parce que là pour le coup on pouvait considérer que j'avais préparé mon coup, en fait, que c'était prémédité. Ok, intéressant. Mm. Et donc donc après t'as relancé une société tout de suite après? Non, je suis parti. Alors oui, alors j'ai T'es relancé parti en une société. Thaïlande? J'ai relancé une société en France dans la cigarette électronique. Ok. J'ai été opportuniste parce que c'était le plein boom, donc j'ai fait de l'argent, mais je savais que ça allait être très éphémère et bon, ça s'est arrêté. Donc là, on a arrêté l'entreprise. Enfin voilà, c'était assez. C'était prendre ce qu'il y a à prendre et puis la fermer proprement. Ouais, c'était prévisible. Mais par contre, donc ça c'était une partie, mais en fait, ce qui a démarré derrière, c'est que je suis parti à l'étranger et j'ai lancé une conciergerie d'appartements à Bangkok, qui a cartonné tout de suite. Ok. Donc, je suis parti avec un billet d'avion aller-retour en me disant bah de toute façon j'y vais, je vois un peu ce qui se passe et si ça marche bah je continue, si ça marche pas je rentre, et ça a marché tout de suite donc je suis resté. Ok, top. Et ça c'était en quelle année? Donc ça bah c'était juste après hein, donc c'était donc la 47, c'était il y a 8 ans. Ok. Voilà. Et donc t'es parti en Thaïlande comme il y avait une raison particulière pour la Thaïlande? Alors oui, parce que j'y allais assez régulièrement. Déjà, je connaissais bien le pays. J'ai un pote qui est là-bas. Moi, quand j'allais aussi en Asie, sur la Chine, je faisais pas mal d'allers-retours là-bas aussi. Enfin là, je faisais un détour, donc j'aimais beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, si tu veux, moi j'ai fait de la sous-location là-bas d'un appartement que j'avais, et donc j'ai découvert indirectement le business d'Airbnb que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je l'ai découvert comme ça. Et en faisant mes petites études, en faisant des tests, en faisant je contactais des propriétaires, en faisant mon site web, etc. Je me suis rendu compte que bah en fait il y avait une vraie demande et qu'il y avait rien. Et que c'était complètement abandonné. Par contre, ce que je voyais, c'est qu'en France, il y avait déjà des entreprises qui se créaient, etc. Donc, ils se mettaient tous dans les grosses villes, donc Paris, Londres, Hong Kong, Singapour. Enfin, tu vois, dans ces gros. Par contre, Bangkok, rien. Alors que moi, Bangkok, je savais très bien qu'il y avait une grosse vague touristique, notamment les Chinois, et qu'il y avait forcément de la demande là-dedans. Et donc, à distance, j'ai fait mes prospections. Et là, en fait, à distance, je me rends compte que j'ai des retours positifs, j'ai des propriétaires qui veulent me rencontrer, mais moi, j'étais encore en France. Donc, je prends mon billet d'avion, je prends mon sac à dos, et je me dis, je fais tous les rendez-vous, et on verra. Qu'est-ce qu'il Trop a intéressant. Top. Ouais. Et ça a cartonné. Ça a cartonné direct. Tous les rendez-vous, en gros, pas à 100%, mais quasiment tous, c'était OK, quoi. Et les gars, ils te laissaient la clé sur le bureau. Ils disaient, bah tiens, c'est bon, tu démarres demain. Ah j'ai ouais, puis forcément ils te demandent bah t'as une équipe, donc toi forcément bah t'es en mode entrepreneur, donc tu dis oui je suis organisé. Mais moi les premiers appartements c'est moi qui faisais les ménages. Hein. Et c'était des appartements qui étaient déjà exploités en Airbnb ou c'était des appartements qui étaient en location normale? Les deux. Ok. Et tu l'as toujours cette conciergerie?
Ouais, alors non, je l'ai plus, je l'ai revendu. Ok. Je l'ai revendu il y a, attends, je sais pas de conneries, il y a 5 ans. Ouais, il y a Ok. 5 ans. Donc pendant Je l'ai 3 ans, t'as revendu. fait ça. 3, 4 ans. Ouais, je l'ai revendu. Je l'ai revendu 2 ans après, en gros. 2 ans après le business, je la revendais. Là, enfin, il y a eu une période de transition de 6 mois parce qu'il a fallu faire le passage. Bon, c'était un deal avec Mm. le repreneur. Elle existe toujours et d'ailleurs, il marche très très bien. Elle est toujours présente et d'ailleurs, j'ai toujours contact avec lui. On a failli se voir. D'ailleurs, quand j'étais en Thaïlande, on s'est pas vu, mais on se voit à chaque fois parce que bah lui, il est super enchanté d'avoir repris cette boîte-là. En plus, je l'ai pas vendu très cher parce que moi, j'avais des impératifs personnels. Il fallait absolument que je rentre. Mais voilà, belle entreprise. Là, par Ok. contre, un beau succès, ouais. Et je Et faisais avec de ça, l'argent. t'as pu repayer tes dettes en France? Ouais, Ok. En 2, 3 ans, donc en ouais, fait, ouais, au ouais, ça a été final, très rapide, ouais. ah Ouais, bon, ouais. bravo. J'avais un très bon, je gagnais très très bien ma vie. Mm. Ok. Et ouais. Et je pense, alors tu me coupes si je me trompe, mais peut-être je connais pas très bien les histoires des fights et tout, même si bon, j'en ai déjà entendu parler. Même je faisais un job d'été chez un mandataire judiciaire, mais peut-être ça t'a aidé aussi. En fait, t'étais en Thaïlande et t'avais pas de saisie sur tes comptes et tout ça Mm. de thaïlandais. Donc c'est vrai que si à chaque mois tu gagnes et on te coupe l'herbe sous le pied, bah en fait c'est beaucoup plus dur Alors, de grossir quoi. Donc, je sais pas Alors comment moi en tu dis. fait on n'est jamais cherché l'argent parce que si tu veux j'avais négocié quand je suis allé au tribunal, j'avais mon avocat, on a négocié, hein, on a expliqué la situation, etc. Donc on mis en place des échéanciers, etc. C'est à charge à moi de les respecter. Hmm. En France quand même, tu sais, quand tu as des dettes, c'est pas très grave en soi, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est suffisamment compréhensif pour se dire, ok, il a un problème, bah, on va lui donner la possibilité de régulariser sa dette sous X temps. Par contre, c'est sûr qu'il faut que tu la rembourses ta dette, c'est évident, Hmm. mais on va pas te mettre le couteau sous la gorge en disant t'as 24 heures pour, toi, le truc dans Ouais, les bien sûr. films, ça existe pas, ça. Mm. Ok. Mais c'était genre, tu dois rembourser, je sais pas, 2 000 € par mois Ouais, pendant. c'était ça, c'était ça. Alors moi, j'avais 200 k, de dette. Donc il y a eu revente d'entreprise, il y a eu aussi un love money forcément, un peu de prêt à droite à gauche. Et puis après, c'est un échéancier pour rembourser le reste. Donc j'ai plus les sommes précises, mais Hmm. c'était ça quoi. Ok, intéressant. Et pourquoi t'as décidé de revendre? Ah oui, t'as des impératifs en France, Bah, en donc t'as dû fait, le rentrer. truc, c'est que moi, mes enfants étaient restés en France et j'avais l'école qui m'appelait régulièrement en me disant il va falloir que vous rentriez, vos enfants ils partent en couille quoi. Ah Et ouais. moi, ils me manquaient, eux, je leur manquais énormément, et je sentais que j'étais à un tournant de ma vie. C'est que si je rentrais pas, je perdais mes enfants, quoi. Et c'était hors de Hmm. question. C'était hors de question. Ok. Et donc maintenant, tu vas quand même encore très souvent. Alors oui, parce que j'ai rencontré ma nouvelle femme qui est thaïlandaise, donc forcément, voilà, on a des attaches maintenant là-bas, et c'est parce que moi, je suis amoureux du pays, donc on y va deux fois par an, ouais. Mm. Ok. Et quand tu vas, c'est pas 2 semaines, c'est tu restes Ouais, un un peu. mois et demi à peu près. On reste un mois et demi, 2 mois, 2 mois à peu près. Ouais, Voilà. donc tu fais 3, 4 mois par an en Thaïlande. Ouais, exactement. Yes. Ah, top. Et je suis toujours Et résident fiscal français. Enfin voilà, j'ai pas de souci avec ça. C'est vraiment moi plus c'est plus de la c'est du climat, hein. Il suffit de regarder dehors, hein. c'est vraiment Ouais. un besoin personnel de je me sens plus créatif là-bas, je me sens moins pris par le quotidien qu'il y a ici, etc. Je me sens moins il y a moins de charge émotionnelle, je trouve, là-bas que ici, quoi. Hmm. Ici, il y a tout le temps tu sais, on parle beaucoup d'énergie, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui envoient des mauvaises ondes et qui du coup t'empêcher d'être créatif. Parce que être entrepreneur, c'est être créatif, avoir des idées, mettre en place des projets. Et le fait d'être loin, à distance, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une frontière, enfin qu'il y a un filtre. Et du Hmm. coup, moi, ça me permet d'être beaucoup plus Serein créatif. et créatif, ok. Yes, top. Et ok, donc qu'est-ce que tu as fait? T'es rentré en Mhm. France Mhm. avec tes enfants. Mhm. Peut-être t'es pas obligé de répondre, mais peut-être parce qu'en fait j'ai discuté avec plusieurs auditeurs et là il y a un point qui est souvent revenu, c'était comment les gens font concrètement, tu sais en termes d'organisation quand t'as des enfants, un métier prenant et tout ça. Donc toi, je suppose tu t'es arrangé.
quand tu vas en Thaïlande, forcément tes enfants tu les vois pas ou tu les emmènes avec toi pendant. Bah alors là, du coup, ils sont plus grands maintenant, non? Enfin, alors ils sont plus grands, ouais. Alors, ils ont 20, 20, il va sur ses 19, enfin 20, 19 et 16. Donc ils sont assez grands quand même. Donc ils sont quand même assez autonomes. Ouais. Mais c'est surtout qu'avec leur maman, voilà, elle sait très bien moi ma vie, donc elle est assez compréhensive là-dessus. Donc du coup j'essaie de lui rendre la monnaie aussi par rapport à ça, bien évidemment. Et vu qu'on est sur une garde partagée, bah on essaie de s'arranger par rapport à ça pour faciliter les choses, que sinon c'est impossible. Puis elle aussi dans l'intérêt des enfants. Enfin, le but c'est que tout le monde se sente bien dans cette situation qui certes est particulière, mais qui est pas non plus. Bah c'est pas voilà, c'est sûr c'est pas c'est pas un CDI au bout du monde où t'as 2 semaines de vacances non plus, quoi. Ouais, voilà. Donc dans chaque situation, il y a du bon à prendre, il y a des trucs. Voilà, on voit forcément. On se représente tout le temps la famille comme le papa et la maman qui sont ensemble, qui sont là pour toute la vie ensemble, dans une maison avec le chien, etc. Oui, mais ça c'est la vie idéale, mais enfin idéale. Je sais même pas si on peut dire ça, mais c'est le stéréotype, quoi. On idéalise tous, quoi. Mais dans les faits, ça se passe pas comme ça, quoi. C'est un peu différent. Voilà. Et c'est pas pour autant que c'est une mauvaise vie, quoi. C'est autre chose. Bien sûr. Donc l'organisation, donc la question par rapport à ça, bah il faut, alors quand t'es entrepreneur, faut te fixer des barrières parce que sinon tu bosses tout le temps. Donc faut donner du temps à tes enfants, bien évidemment. Donc l'organisation, bah c'est allier son mélange familial et son côté entrepreneurial. Sachant que moi je sais qu'aujourd'hui j'ai un problème, c'est que je prends pas assez de temps pour moi. Par exemple, je fais pas de sport. Enfin, j'en faisais une époque, mais j'en fais plus. Enfin, tu vois, je prends pas assez de temps pour moi. C'est le truc que j'arrive pas à mettre dans mon emploi du temps, quoi. C'est soit je travaille, soit je m'occupe de la famille, quoi. C'est vrai qu'on n'arrive pas. Moi, c'est aussi un vrai sujet, le sport. Ah ouais, c'est un vrai sujet. Et en fait, c'est un sujet pour tout le monde, parce que t'as des gens qui arrivent très bien. J'ai un Cheikh, un auditeur que je connais, enfin qu'on s'est vu plusieurs fois. Lui, il y arrive très bien, mais il se lève à 5 heures. Voilà, il fait son sport et en plus, il a besoin d'être en forme pour son métier. Mais à part, franchement, ce type d'exemple, c'est hyper rare d'avoir des gens qui arrivent à tout faire, à tout concilier. T'as ton niveau ton temps il est limité et surtout, moi, je vois aussi, c'est mon niveau d'énergie, il est limité. Oui. Moi, je peux pas. Tu peux dire, tu sais, t'as Arnold Schwarzenegger, là, il dit t'as 24 heures dans la journée, tu dors 6 heures, il t'en reste 18. Mais ouais, sauf que moi, à partir si j'ai bossé de 7h30 du matin jusqu'à 19h, après, je suis bon à rien, tu vois. Non, et puis moi, je reconnais aussi que mon énergie, j'en ai moins qu'avant. Même si j'en ai toujours, mais j'en ai moins qu'avant. Il y a l'âge qui est là, enfin. Forcément, je suis moins. Puis t'as aussi parfois des petits problèmes de santé, etc. que t'avais pas quand t'avais 25 ans. Enfin voilà. Donc, et puis après, t'aspires aussi à autre chose, c'est-à-dire que tu veux plus de tranquillité dans ta vie. Tu veux moins. Moi à l'époque, j'étais un fou furieux. J'étais un fou. Maintenant, ça y est, la sagesse est arrivée. Tu t'es un peu plus posé. Bon, il y a toujours ces élans de folie, mais c'est plus ton mode de vie, quoi. Ouais. Yes. J'étais un malade. Bah, tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais maintenant, donc, parce que t'es rentré, t'as vendu la société. Quelle est ton activité à présent? Ouais, alors tu sais que je vais donner une anecdote, un truc que j'ai jamais dit. Ok. Je vais te le donner à toi. Ouais. Et justement, je trouve que ça rentre bien dans ta thématique et dans ce que tu parles au quotidien sur tes différents épisodes de podcast. Puisque quand je suis rentré, donc j'ai voulu réentreprendre. Et là, je me suis dit, j'ai fait de l'immobilier. Bon, jusque-là, je t'apprends rien, voilà. Donc, les banques forcément voulaient pas me prêter de l'argent parce que pour tout un tas de raisons, ce qui était normal. Donc, je me suis dit bon, bah déjà, t'avais pas de revenus. La base, voilà. C'était ça. voilà, c'est ça. Du coup, je me suis dit, je fais de la sous-location, donc pas de souci. Sauf que personne n'y croyait. Ma femme actuelle n'y croyait pas, mes enfants non plus. Enfin, en gros, personne croyait dans mon truc. Tout le monde s'est dit, oula, dans quoi il est reparti là, ça va pas le faire du tout. Sauf que moi, j'étais à fond, moi, comme d'habitude, et j'y croyais dur comme fer. Mais personne n'y croyait. Mais sauf que du coup, il fallait quand même de l'argent rapidement. Parce qu'on rentre, donc moi j'avais un petit peu de sous, etc. d'avance, mais bon, j'avais pas non plus, tu vois, puis je suis pas en mode moi, mais à attendre la dernière minute pour dire oh putain ouais demain ça y est, c'est fini quoi. Non, moi j'ai besoin de vraiment tout de suite retrouver un plan B. Donc là mon ex-femme me dit
Ma femme, non pardon, ma femme me dit, écoute, pas de souci, donc je viens avec toi, etc. On s'installe en France et tout, avec tes enfants, etc. Par contre, l'impératif, c'est que tu cherches un travail. Et j'ai cherché un travail et je suis retourné dans le salariat pendant 6 mois. Ok. Voilà, donc je le dis. Je pense que s'il y a des gens qui me connaissent, ils vont halluciner. Quand t'as été au moins à 2 coins super éloignés du monde, t'as eu des boîtes, t'en as monté, ça. Mais sachant que j'avais toujours mon entreprise, que j'avais relancé une entreprise, parce que moi j'avais dit c'est ok, je retourne en salariat. Par contre, la condition, c'est que vous me laissiez entreprendre. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de problème, je vais retourner salarié. Donc, j'ai été embauché comme directeur d'un Carrefour Market. Okay. Donc, avec des horaires de fou et tout. Mais je me suis dit, par contre, moi, je veux quand même que vous me laissiez mes week-ends, etc., que je puisse développer mon petit business, développer mes sous-locations. J'avais pour projet aussi de faire ma chaîne YouTube. J'y crois énormément. J'ai plein de trucs à raconter, des anecdotes, etc. J'ai dit, moi, je veux ok, pas de problème. Le deal était fait. Donc, ok. Contre-offre, c'est comme en IMO. Tu fais une offre, contre-offre, faut pas accepter la contre-offre. Donc là, c'était offre. Voilà. On va en France, donc, contre-offre, t'as un boulot, contre-offre. En même temps, donc tout se passe plutôt bien. Tout le monde est content. On se dit ouais, c'est génial. Il a trouvé un nouveau poste et tout, c'est cool, etc. Sauf que moi, au fond de moi, je me disais non mais là, vous avez pas compris que c'est du temporaire, hein. C'est pour faire plaisir à tout le monde que je fais ça et pour rentrer quelques sous tout de suite. Mais j'y croyais pas du tout. Et en fait, même pas au bout de 6 mois, au bout de 5 mois, donc là on part en vacances, c'était l'été. Et là, j'étais à table, je dis voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et là, tout le monde me regarde. Je dis bah voilà, je vous le dis, je l'ai pas fait, mais je vais le faire demain. Je vais appeler ma direction et je vais annoncer que je démissionne. Et alors là, ça a été tout le monde. Enfin. Moi, j'appelle ma fille qui me regarde et qui me dit mais c'est du grand n'importe quoi. Elle me dit là, tu fais n'importe quoi et tout. Tout le monde était en mode il part en live. J'ai écouté. Croyez-moi sur parole. Je suis certain que dans 6 mois, tout aura changé. J'aurai plus de sous-location. Ma chaîne YouTube, je vais en faire un carton. Je le sens. Je leur ai dit, je sais pas, il y a un truc, je le sens. Je suis sûr que je peux y arriver. Et du coup, alors personne n'y croyait, hein. Personne n'y croyait. Et au bout de 6 mois, je sais plus combien de temps après, j'ai pas de date précise, bah voilà, tout le monde a vu qu'effectivement ça marchait et que je m'étais pas trompé. Ok. Voilà. Parce que j'étais déterminé, attention. Bah, tu peux nous expliquer peut-être les sous-locs, donc comment tu les as trouvés, comment tu as démarché, Ouais. qu'est-ce que tu as mis en place, combien t'en as, combien t'en avais. Bah en fait assez simple, comment dirais-je, dans ma ville, je fais mon étude RDNA, d'ailleurs RDNA n'existait pas à l'époque. Donc je fais ma petite étude RDNA, je vois que il y a pas grand-chose sur le Mans, qu'a priori ça gagne des sous, mais j'étais un peu stressé quand même au début, hein. Et je lance mon premier appartement et en gros 24 heures après ça déboule sur les réservations. J'ai putain, le truc de fou. Et donc du coup forcément bah moi j'étais chaud bouillant et alors là j'enquille les sous-locs, hein, parce que moi je dis c'est bon, s'il y en a une qui marche, c'est sûr ça va enquiller, et ce qui a été le cas. Donc t'avais des beaux commerciaux, des beaux classiques, comment tu faisais? Non, c'était des beaux. J'avais un bail à l'époque, j'avais un bail dérogatoire que j'avais fait faire par un avocat. Donc un bail dérogatoire. Depuis maintenant, je travaille avec un autre avocat et du coup c'est plus ça. On est sur un autre type de bail qui permet donc d'encadrer l'activité. J'avais ma société. Et bah voilà, c'était parti quoi, feu. Fallait juste convaincre les propriétaires, hein. Donc, mais bon, c'était pas un vrai problème puisque moi j'expliquais un peu mon parcours, qui j'étais, que j'étais entrepreneur, que j'avais fait du Airbnb à l'étranger. Enfin voilà, j'expliquais tout quoi. Et ça a très bien marché. En parallèle de ça, bah moi je commençais à développer ma chaîne YouTube. Et je commençais à donner plein d'infos. Et je voyais bien que bah ça mordait. Il y avait quelques acteurs qui étaient déjà présents, qui sont là aujourd'hui, qui étaient déjà présents, mais je trouvais qu'ils allaient pas. Ça restait trop général. Il y avait pas assez de. Ils avaient pas le recul que moi j'avais sur ça. Enfin, c'était mon point de vue en tout cas. Donc je me suis dit j'ai toute légitimité et puis je commençais à discuter avec des personnes. Ils me disaient mais Sébastien, si t'as toute légitimité à expliquer ce que tu fais quoi. T'as des vrais trucs à expliquer aux gens. Parce qu'au début j'ai un problème de confiance en moi. Je me suis dit ça va faire rire tout le monde ce que je fais sur YouTube. Et en plus c'était nul à chier au début. Le tournage était nul, les vidéos étaient à chier. Je parlais mal, je répétais tout le temps mes mots. Enfin c'était nul. Mais quand même il y avait Ouais, après on n'est pas un très bon. On a du mal à juger aussi on est toujours un peu trop exigeant avec soi-même, hein. C'est ça. Et du coup, bah c'est vrai que
je me suis dit pourquoi donc j'avais des demandes, hein, j'avais des clients qui me disaient est-ce que tu fais de l'accompagnement, est-ce que alors j'avais au début pour commencer au tout départ, je me rappelle, je leur disais voilà, je vous vends un bout de programme, enfin un bout d'explication, et par contre derrière ce que je vous vends c'est un accompagnement, c'est-à-dire que je viens chez vous, je vous explique tout, etc. Et mais sauf que ça, je me suis vite rendu compte que c'était trop chronophage, ça le faisait pas et tout, et c'est là qu'après j'ai vu que le business des formations était quelque chose d'intéressant, et c'est pour ça qu'après je suis allé sur ça également. Et donc j'ai développé les deux, j'ai fait mes investissements IMO en parallèle, parce que pourquoi aussi je suis retourné dans le salariat, c'est parce que je savais que j'avais un CDI. Et forcément, quand tu as un CDI dans une grande boîte qui est bien connue, forcément la banque va t'octroyer ton crédit, quoi. Donc c'est donc là, t'as acheté des biens. T'en as acheté combien pendant les 6 mois? 2. Ok. 2, mais sachant qu'en plus j'avais une période d'essai, donc il a fallu convaincre. Hein, il a fallu. T'as pu emprunter pendant ta période d'essai? Ouais. Ah mais ça a été tendu, hein, c'était tendu. Et je démissionnais dès que j'avais signé, je démissionnais la semaine qui suivait. J'en connais, hein. Il y a des auditeurs du podcast dont je citerai pas les noms, mais que j'ai déjà vu plusieurs fois en physique, qui ont eu des emprunts en période de préavis, des choses comme ça. Ouais, c'est mon cas, et c'est comme ça que j'ai pu me relancer dans l'investissement IMO. Et donc après, quand on en a fait 2, après ça y est, la machine est relancée, c'est reparti. La machine est relancée. Ok. Et donc aujourd'hui, t'as combien de sous-loc? Alors. Sous-loc, j'ai pas le chiffre exact, je crois que j'en ai 45 ou quelque chose proche de 50. J'ai de la conciergerie, donc on a une 30-35 appartements conciergerie. Et en investissement IMO, donc j'ai 5 appartements, et là je suis sur un immeuble de 4 lots. Donc ça va faire voilà. Donc j'ai pas un gros parc IMO moi en termes d'investissement. 50 sous-loc, c'est bon. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas pareil, t'aimes bien être propriétaire maintenant. Bah oui, parce que t'as la capitalisation, tu rembourses. Bah oui, je veux tout posséder maintenant, forcément. Et combien on peut espérer sur justement avec cette activité de sous-loc par appartement? Alors, moi j'aime bien dire qu'un appartement va te générer 400 € de cash flow. Ok. Dans ton entreprise, hein, donc avant l'impôt sur les sociétés, etc. Mais j'ai des biens qui me génèrent plus de 1 000 € par mois de cash flow sans aucun problème. Par contre, j'en ai d'autres qui vont me générer que 250 par exemple. Ouais. Okay. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire à ma communauté, 400. je dis voilà, partez sur 400. Je suis pas délirant, je suis pas en train de vous raconter des histoires. Pour moi, vous les ferez sans aucun problème, quoi. Ouais. Ouais, d'expérience de ce que je peux voir, c'est vrai que c'est à peu près ça hein, qu'on peut. Et les gens les gèrent. Je pense par contre, tu peux pas faire de la sous-loc et avoir une conciergerie qui. Non, le modèle marche pas très bien. Voilà, parce que là, financièrement, c'est compliqué. Ça marche pas. Ouais. Non, à toi ça de marche gérer pas. Ok, c'est intéressant. Non. Et est-ce que tu as des types de. Tu sais, j'ai une question pour toi vu que tu vois du volume. Moi, j'ai un appartement. Je vais vous raconter ma vie. En fait, j'ai 2 locations courte durée dans la même ville. Un appart, c'est un petit studio de 17 mètres carrés. C'était mon premier achat en France. Bon, je l'ai refait et tout. Franchement, il cartonne. Je loue pas cher. Je suis un des moins chers de la ville, mais je l'ai acheté pas cher. Et bon, c'est quand même que 17 mètres carrés. Et j'ai un appart super bien. Garage juste dans l'immeuble. Plein centre, rue piétonne, avec le parking souterrain, vue sur une cathédrale, super lumineux, refait et tout. On le loue, mais même pas le double. Il est pour 5, alors que l'autre c'est pour 1. Franchement, il se loue, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal, quoi. Donc moi, je pense que là, maintenant, en fait, j'ai parlé aussi à quelques autres investisseurs et qui voient que les modèles de 4-5 personnes, au final, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de demandes, quoi. Alors, ça va dépendre des villes. Il y a des villes où effectivement les studios, etc. Moi, c'est une ville où il y a beaucoup de travailleurs. Les gens, c'est plutôt des travailleurs qui viennent. Ouais, voilà. Ça, hein. C'est marrant ce que tu dis, parce que nous, typiquement, tu vois, les studios, etc. On n'en veut plus, on n'en prend plus du tout. On veut plus faire ça du tout. Nous, sur ma ville, on veut que minimum des T3 et plus c'est grand, mieux c'est. Donc voilà comment nous on voit les choses. Après, toi, dans ta ville, peut-être qu'effectivement, tu as beaucoup de travailleurs, tu as beaucoup d'étudiants ou effectivement d'entreprises et qui eux veulent du petit budget, veulent du petit appartement sympa et ça convient. Ça dépend vraiment de ce qui se passe aussi. Alors peut-être qu'après c'est assez surprenant quand même, je te le dis, parce que généralement les T3, donc j'imagine que c'est un T3, celui où tu acceptes 4 ou 5 personnes. C'est un T2 de 60 mètres carrés. Ah, donc, c'est différent.
Ouais, donc il y a une Oui. chambre où on a un lit double et un lit simple et un canapé lit dans le Ah salon. bah donc ça change tout. En fait, aux yeux des gens, le canapé lit, ça fera jamais une vraie chambre, quoi. Mm. Par contre, tu aurais eu la même configuration, tes 62 mètres carrés en 2 chambres. Ah bah là, je suis certain que tu louais beaucoup mieux. Peut-être Mm. voir justement s'il n'y a pas une possibilité de rajouter une cloison ou autre, quoi. Mm. Parce que les gens veulent vraiment des espaces séparés, quoi. Ah, bien sûr, je comprends. C'est vrai que Donc l'appartement, honnêtement, il est le en problème il est long. là. C'est vrai que pourquoi pas, il y a Le peut-être un problème il est endroit. là. Ton problème il est là, mais Mm. vraiment, c'est sûr et certain. Parce que ton studio, on peut loger à deux. Et là, sur ton T2 bis, bah en gros. Oui, on peut loger à 5, mais enfin, t'as réellement qu'une chambre, quoi. Donc, Mm. Exact. c'est pas l'idéal. C'est pas Mm. l'idéal. C'est pas l'idéal. Ouais. Tu m'aurais dit j'ai un T3, d'accord. Donc là, du coup, tu vois, enfin, pour moi, c'est un début d'explication. Mm. Ouais, ça doit être forcément une Mm. explication. C'est vrai que c'est vraiment les deux apparts, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça en est un des meilleurs que j'ai et l'autre, il est 17 mètres carrés, donc. Et c'est assez dur de comprendre. Ben voilà, c'est une des explications. On Ouais. saura. Et puis après, ouais, je pense aussi que c'est le marché. Souvent, on a des gens dans le studio qui viennent voir leur famille, mais tu vois, ils sont tout seuls et il y a des gens qui habitent là, donc ils passent les voir. Tout ça. Ok, intéressant. Donc, je pense que là, on a fait un bon petit tour de tes activités. La suite, bon, tu veux racheter des immeubles, je pense. Oui. Bah, je suis toujours preneur. Mais le truc, c'est que là, en ce moment, l'immobilier, c'est quand même un peu particulier Mm. entre le DPE. Alors, il y en a qui vont dire que les opportunités, oui, bien évidemment que les opportunités, c'est sûr. Mais aujourd'hui, pour emprunter, c'est compliqué. Mm. Avec le taux d'usure, c'est un vrai problème. Moi, avec ma banque, là, ça fait 2 mois qu'on est sur le projet et pour l'instant, j'ai pas de proposition, quoi. Et Mm. pourtant, je mets 25% de la somme en apport. Donc je sais pas Ouais. si tu te rends compte. Et ils sont là en train de me dire ouais, faut qu'on trouve des solutions. J'ai dit putain, mais alors je peux aller voir d'autres banques, hein, mais évidemment, mais enfin celle-ci pour moi c'est celle qui tient vraiment le plus la route et qui avec qui normalement j'ai un bon feeling. Donc c'est pour ça que je suis un peu. Et donc aujourd'hui c'est bah oui, forcément il va y avoir des opportunités, mais moi je pense aussi que vu que c'est de plus en plus difficile d'emprunter, je pense que ça va avoir un impact sur le prix de l'immobilier, forcément. Mm. Parce qu'il y aura moins de gens qui vont pouvoir acheter, donc il y aura moins de, les prix vont forcément baisser parce qu'il y aura moins de demandes, Attention, ouais. Ça, c'est moins sûr. de tension. Là aujourd'hui, le vendeur il était roi, il avait 10 acheteurs. Bah demain il n'aura pas 10, il n'aura peut-être que 2. Mm. Donc forcément, s'il y en a un qui fait une proposition puis l'autre aussi, il va se dire putain merde, faut bien que je vende quoi. Mm. Euh, Je pense qu'on ne sait pas de combien ça va baisser, parce qu'après, il y a des gens aussi je pense que si ça baisse, il y a beaucoup de gens qui vont attendre avant de vendre, tu vois, qui vont peut-être, mais il y en a qui seront bien obligés de vendre, hein, mais. Ouais, parce qu'il faut pas oublier quand même que mine de rien aujourd'hui, toutes les taxes qui nous tombent dessus, t'as vu aussi qu'il faut renseigner maintenant par rapport à qui est ton locataire actuel. Mm. Si t'as pas de locataire, tu vas payer une taxe. Enfin, il y a tout ça qui nous tombe dessus. Donc je pense qu'il y a des gens, ils se disent, bah tu sais quoi, je préfère revendre mon bien. Hein, c'est bon. Si Bien je peux sûr. prendre un billet, je le prends. Surtout ceux qui ont de l'IMO depuis longtemps. Ouais. C'est ça, en fait. Bah qui ont payé leur crédit, Ou- voilà. qu'on amorti tout. Et là, c'est du net qui va rentrer dans leur poche. Mm. Donc oui, eux, ils se disent, bah autant je prenne le billet, quitte à. Puis il y a toujours les successions, il y a toujours des Mm. décès, enfin, il y a toujours tout, Des il y a toujours tout ça. mutations, Hein, des donc divorces, c'est ça, des biens que tu peux pas, si par exemple t'as une maison et que t'es muté, la maison t'es quand même bien obligé de la vendre, bah tu vas pas voilà. la mettre en location, Voilà, il y a toujours des situations, des impondérables qui feront que de Mm. toute manière, faut que tu vendes. Et je pense que ces personnes vont accepter de vendre bah, peut-être 10, 15, 20% moins cher parce qu'il faut vendre, quoi. Il faut vendre. Ouais, l'avenir nous dira de combien Ouais, ça a baissé. Mais en tout cas, exactement. c'est le bon moment pour négocier. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair, c'est clair. C'est le bon moment pour négocier. Bah là, on est sur une année, penche 2023-2024, on est sur 2 années charnières, là. Il va se passer des choses, c'est sûr. Mm. Mm. C'est ça, on n'a pas le journal du lendemain, mais si on Non. l'avait, je pense qu'il y aurait des bons coups à faire. Mais ça va être intéressant, ça va être riche en informations. Ok, top. Donc voilà un petit peu, moi je veux développer mon parc IMO forcément parce que bah, l'erreur que j'ai faite à l'époque, je veux pas la reproduire quoi. Je veux absolument parce que je sais que ça c'est un vrai pilier l'immobilier, c'est un vrai pilier. Alors je fais aussi des investissements en bourse, etc., crypto et tout, mais pour moi c'est vraiment Avoir un toit, c'est un des besoins primaires. Et mais puis, voilà, c'est ça. La pierre. Et puis après, c'est toujours combien de gens vont t'acheter. Il y a plus de gens qui cherchent des maisons quand même que qui cherchent des. Bah ouais. Qui cherchent Et puis on voit bien que
Et puis on voit bien que la démographie est en train de on voit très bien qu'on sera de plus en plus nombreux, donc forcément il y aura besoin de plus de toits. On voit aussi que la politique aujourd'hui, on n'est pas à construire des gros buildings avec avec je ne sais combien d'étages. On est plutôt à essayer de garder toujours un peu la même typologie de logement. Donc forcément, en fait, nos logements actuels anciens rénovés vont intéresser des futurs acquéreurs, c'est évident. C'est vrai que si on fait le parallèle avec Free qui a été un peu qui a tué le marché de ton activité pour l'immobilier, ce serait pas, enfin, entre guillemets, pas si compliqué si à un moment les communes elles se mettaient, enfin communes et l'État, à construire comme dans les années 70 à coups d'immeubles de 10 étages, ça changerait tout, mais personne aujourd'hui n'a la responsabilité de faire ça. Et aujourd'hui, ils sont pas dans ce délire-là. Ils sont dans, c'est ce qu'ils disent, hein, ils sont pas dans le développement vertical, mais dans le développement horizontal. Donc, et vu qu'ils veulent pas exproprier des personnes de leur terrain, etc., qu'ils veulent garder toujours de l'agriculture, etc. Bon, si tu veux, je vois pas comment on va résoudre le problème. Hein. L'équation, elle est, je vois pas comment on va la résoudre. Ouais. Et que beaucoup de maires ont, surtout dans les villages, ils ont aussi du foncier. Donc eux, ils ont aucun intérêt à, tu sais, parfois c'est un peu l'agriculteur du coin ou les trucs comme ça qui a des terres, ses potes ils ont des terres et tout. Donc et puis ils s'en foutent du gars qui est pas là, qui va emménager dans un nouveau lotissement. Ouais, c'est vrai. Ok. Et tu peux juste, pour finir, peut-être nous parler de ta chaîne YouTube. T'as quand même pas, t'as quoi, t'as 16 000 abonnés ou un truc comme ça? Alors, très exactement 18 200, puisque je regarde tous les jours. Okay. Ah, c'est quand même une belle réussite, bravo, hein. C'est pas du tout. Ouais, alors je vise les 30 000 avant la fin de l'année, mais ça va être très très dur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est un truc, t'as pas vraiment de contrôle dessus. Enfin, t'as juste à produire, essayer de faire des vidéos de produire, qualité. Trouver des titres ou trouver des sujets dont personne n'a parlé. Donc je me déchire quand même vachement. Hein. Enfin, alors des fois, parce que je suis assez autocritique, donc des fois je suis vraiment nul, je trouve. Et puis des fois, j'ai vraiment l'impression d'apporter vraiment beaucoup de contenu, d'apporter vraiment des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, je suis pas non plus devin, donc ça nécessite beaucoup de travail en amont, en recherche, en recherche. Hein. Et par contre, c'est un truc qui me plaît énormément. YouTube me plaît énormément, ça me plaît. Ça me plaît de transmettre de l'info en fait. Okay. Ou trouver des trucs qu'on n'a pas encore trop parlé, ou donner ma manière de voir les choses qui serait peut-être des fois un peu en décalage avec ce que d'autres vont dire. Je trouve ça bien parce que moi ça fait avancer le débat et voilà. Donc ça me plaît plutôt bien. Je pense que tu dois bien le voir. Enfin, moi je le vois avec le podcast. T'as des vidéos moi je vois avec les podcasts, il y en a qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Oui. Alors que toi tu vois pas forcément le pourquoi du comment. Il y en a, franchement, parfois, je fais des épisodes, mais je suis trop content après, même des heures après. Je dis, punaise, là, j'ai un super invité, j'ai appris plein de trucs, on a trop bien échangé et tout. Après, tu les écoutes, c'est genre le podcast qui marche le moins bien. Donc, ouais. Et puis, il y a des phases, je sais pas, je pense que t'as aussi des plateaux. Moi, parfois, là, typiquement, ça fait 1 mois que mes écoutes ont bien réaugmenté. Je sais d'ailleurs pas spécialement pourquoi. Et puis ça faisait plusieurs mois que c'était sur une sorte de plateau, donc c'est sûr que parfois mais après c'est comme l'entrepreneuriat, c'est un peu voilà, c'est dur pour l'ego quoi. Tu travailles toujours de la même façon, puis parfois ça marche pas. Ah, c'est ingrat parfois. Ouais, non, c'est ingrat. Mais puis du coup, j'ai développé aussi. Ça doit te prendre pas mal de temps, non? Ah oui, oh là là, énormément de temps. Puis il y a tous les problèmes techniques que les gens voient pas. Ils croient que quand la vidéo elle sort, si elle dure 30 minutes, j'ai mis 30 minutes pour la faire. Pas du tout. Beaucoup plus. Les problèmes techniques, les recherches, ou des fois je suis pas content de moi. Des fois ça m'arrive, je suis nul à chier, c'est nul. J'arrête tout. Tu vois, des fois il y a des pétages de plomb. Non, ils se rendent pas compte. Et du coup, le podcast me plaît plutôt bien. C'est pour ça que j'ai lancé mon podcast aussi, plus sur l'entrepreneuriat, et puis voilà, la relation par rapport à l'argent. Et c'est dans la continuité pour moi de ce que je fais sur YouTube, mais plus au format
ouais, voilà, j'essaie de trouver des sujets un peu croustillants. Par exemple, le dernier, c'est tu vois comment essayer de convaincre qu'on est timide. Ça a des trucs comme ça, tu vois, parce que je sais que la timidité, il joue énormément dans l'activité de sous-location, parce qu'il faut convaincre le propriétaire de vouloir nous louer son appartement. Donc tu vois, j'essaie de trouver des trucs comme ça où je sais que je suis sûr que personne n'a parlé de ça. Ouais, très intéressant. Bah top, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, on est à 1 heure d'épisode. Yes. Bah tu peux peut-être donner ta chaîne YouTube et ton podcast, comment est-ce qu'il... Ouais, bah c'est assez simple, hein. YouTube, vous tapez Mort Sébastien, normalement vous tombez dessus, Et puis le podcast, bah vous tapez, je crois que c'est Learn More qu'on l'a appelé, Learn More, pour faire un petit un petit clin d'œil à mon nom, Learn More. Ah ouais. Ou là vous allez sur le site internet www.lesouloueur.fr et il y a un onglet podcast et puis vous retrouvez tout et puis voilà. Ok, top. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Bon, on se connaissait pas avant d'avoir pris contact pour le podcast. Ça m'a fait super plaisir de faire ta merci rencontre. Thibaut. Et d'ailleurs, je serai l'invité aussi sur le podcast. Yes, bien sûr. De Sébastien, donc vous pourrez m'écouter également. Bah, je te souhaite une très bonne fin de journée. Ouais, merci beaucoup Thibaut. Merci à toi aussi. Bye bye. Bye bye, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, pensez à me laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, mais ça me fait du bien à l'ego, ou sur Spotify, ou sur un petit commentaire sur YouTube. Et si vous voulez faire des gros billets avec moi, vous allez sur mon site www.grosbillets.com. Bien sûr, gros billets au pluriel. Et là-dessus, vous pouvez vous entretenir avec moi. J'ai des formations sur comment négocier. Et surtout, vous pouvez aussi vous préinscrire au week-end d'IMO qui aura lieu du 18 au 20 août à Chamonix. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas encore avec qui, j'ai tellement d'épisodes d'avance. Mais en tout cas, ce sera avec une des personnalités les plus insolites que vous auriez l'occasion de croiser. Ou alors, ce sera peut-être moi tout seul. J'ai pour projet de faire un épisode tout seul. Mais voilà, dans une vie à 1000 à l'heure, eh ben, on met ses priorités. Et la priorité, c'est que vous ayez un épisode, quoi qu'il arrive, chaque mercredi à 7h du matin, dans les bouchons ou en train de faire vos 10 000 pas ou vos pompes ou que sais-je. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.